Arvida, on devrait dire Arvida, porte le nom d'Arthur Vining Davis. C'est le président de l'Aluminium Company of America, l'Alcoa, qui a eu l'idée de créer une belle et grande ville autour d'une usine aluminière comme on n'en avait jamais vu auparavant. Quand Davis parcourt le site de la future Arvida avec l'industriel James Duke et le secrétaire du Trésor américain Andrew Mellon, il a bien plus en tête que d'étendre son réseau de production d'aluminium. Il veut tirer profit de l'industrie pour créer une cité modèle avec une société idéale propice à l'épanouissement des travailleurs. Davis s'inscrit dans le courant des grandes utopies sociales qui ont voulu, au moins depuis le 16e siècle, créer un cadre de vie qui rendrait les hommes meilleurs. Et c'est ici, au Saguenay, qu'il trouve les conditions qui vont lui permettre de véritablement créer cette cité modèle. Tout ça à 450 000 au nord de Boston, comme on dit à l'époque. C'est ici, à Arvida, que le rêve devient réalité. J'étais déjà passé ici en gagnant à Kenogami, des grands champs de cultivateurs du chemin Radin. Sur la terre de William Pedneau, j'avais croisé le contremaître de Price, Jean Deschênes, qui bouchait des gros pains au bord d'une rivière. Jamais j'aurais pensé que des grosses usines de même allaient se bâtir ici. Mais quand ma mère m'a dit que ça se parlait d'un gazette, gros projet industriel au Saguenay. Des millionnaires sont venus des États-Unis pour construire des barrages puis des usines de production d'aluminium. Je vous dis que c'est gros, ces bâtisses-là. Les trains rentrent par un bout, puis sortent par l'autre. Et puis, il y a plus de poteaux électriques, de pylônes qu'il y a de vaches sur une terre de cultivateurs. Parce que ça prend du courant pour faire marcher des manufactures de même. C'est pour ça qu'ils sont venus aussi pour bâtir des barrages sur ces rivières. Il n'y a pas juste du poisson à sortir de l'eau. À ce que je peux voir ici, ça va être gigantesque, que je me suis fait dire par le monde de la place. Mais j'ai pas tout compris. Ça parle toutes sortes de langues. Il y a du monde des vieux pays, de la Russie, puis d'autres pays que je connais pas. Il disait dans le journal qu'il y avait besoin de beaucoup de monde. La dernière fois que je suis passé par Arvida, c'est de même qu'ils l'appellent la nouvelle ville. Arvida. J'ai donné mon nom pour travailler. Du monde bien poli, bien smart qui m'ont répondu, qui ont pris mon nom. Ça fait que, en sortant de l'office, j'en ai profité pour aller cornifler dans la nouvelle ville. Ça travaillait partout, partout, comme des fourmis. Pas croyable. De la machinerie que j'avais jamais vue. C'est à cause qu'ils bâtissent la ville en même temps que la compagnie bâtit son usine. J'avais jamais vu ça. Ça a l'air que ça s'était jamais vu. L'usine, c'est une méchante grosse affaire. Ils vont en produire de l'aluminium avec des pylônes électriques branchés partout. La ville, elle, il y a la bâtisse tout aux alentours. J'avais jamais vu ça. Une ville organisée alentour d'une usine. Des rues bien douettes, comme un gars d'Andorre. Des trottoirs pour marcher, des chemins larges pour les automobiles. Puis déjà, il y a un quartier de magasins. Il y a même 2 banques installées. Je vous dis, à Arvida, les affaires doivent être bonnes. J'ai bien hâte de voir s'il va y avoir une job pour moi. En 1926, l'architecte Harry Brainerd et son collègue ingénieur Almar Cougar livrent le plan d'Arvida. C'est un document absolument unique, une œuvre d'art en soi, tout en couleurs et imprimée sous forme de poster pour être diffusée aux 4 coins de l'Amérique. Et la ville elle-même témoigne de l'immense soin apporté à sa planification, à sa façon d'intégrer la nature en épousant la topographie du site à ses quartiers, à ses fonctions bien définies. Arvida rassemble tout ce qu'on sait à l'époque sur la planification et sur l'urbanisme. Et tout ça autour de l'usine, bien sûr, qui forme le cœur battant de ce grand plan, et d'un centre-ville monumental digne de New York ou de Chicago. C'est pas pour rien qu'on appelle Arvida la Washington du Nord. Il faut dire que cette belle et grande ville est aussi le fruit d'un site exceptionnel qui recèle un potentiel unique en Occident, de l'énergie hydroélectrique en quantité phénoménale. Dès 1925, les ingénieurs d'Alcoa font le plan d'établir en aval du lac Saint-Jean 3 centrales, chacune à son époque la plus puissante du monde. Île-Maligne, puis Chute-à-Caron et enfin Chipcha, construites en 18 mois seulement au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas facile de figurer à quoi va ressembler cette ville d'Arvida. C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est bien beau à construction. Mais je peux vous dire, dans le blanc des yeux, que la ville d'Arvida, ça va être quelque chose de gros. Pour Astor, c'est un gros chantier. Depuis des mois que ça se bâtit partout. Les usines au milieu, puis la ville tout le tour. Sauf que là, j'ai vu des affaires sur une affiche. Vous me croirez pas. Le plan de la ville. Tout un chef-d'œuvrage.
Ils vont en parler partout dans le monde, qui m'ont dit. J'ai failli tomber sur le dos. Autour de l'usine, ça va être tous les quartiers, les maisons, des parcs, des arbres en masse. En haut, ça va plus loin que le rang Mathias, puis en bas, il va y avoir des maisons puis des parcs jusqu'au bord du Saguenay. En plein centre, j'ai vu une grande rue de magasins. En fait, c'est un grand boulevard avec des arbres au milieu. Puis une autre grande rue qui va le croiser. D'un bord, ça va mener à l'usine, puis de l'autre, ça va mener sur un pont par-dessus la rivière à Jean-Deschênes avec une grosse église au bout. En fait, ça ressemblait bien plus à une cathédrale. On n'aura pas besoin d'être jaloux de Chicoutimi. Je pense même que ça va être le contraire. Pas créable, le beau dessin. J'ai hâte de voir cette ville-là quand ça va être fini de bâtir. Ça va ressembler à une grosse ville des États. Ils m'ont dit que... Mais je peux pas vous dire qui, j'ai juré de pas le dire. Ça fait que... Ils m'ont dit que ça allait ressembler à Chicago. Peut-être même à Washington. Hey, ils comparent déjà Arvida à la capitale des États-Unis. C'est pas rien. Je sais pas si ça va arriver un jour. Mais il y a une chose qui est sûre. À ce train-là, Arvida va être une capitale, celle de l'aluminium. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'utopie sociale d'Arvida, c'est son habitat ouvrier. Parce qu'à une époque où les gens dans les villes s'entassent à plusieurs par famille, par logement, souvent même à plusieurs par pièce, à Arvida, on trouve plutôt des maisons unifamiliales entourées chacune d'un petit jardin. Et ces maisons ne sont pas réservées aux dirigeants ou aux ingénieurs comme dans les quartiers des bosses qu'on trouve un peu partout au Québec. Les maisons d'Arvida sont pour tous les travailleurs et on ne peut pas distinguer par leur apparence si leur occupant est plus ou moins fortuné. Mais ce n'est pas tout. Pour s'assurer de créer un milieu de vie auquel les futurs Arvidiens pourraient s'identifier, les constructeurs d'Arvida ont rejeté une partie des plans des architectes états-uniens et décidé de bâtir une centaine de maisons en s'inspirant de celles qui se trouvaient déjà dans la région. Ce sont les maisons avec une grande salle de famille plutôt qu'avec une salle à dîner séparée de la cuisine. C'est probablement une des premières fois qu'on tente comme ça d'identifier ce qui est typique dans l'habitat et dans l'architecture au Canada français. Chose certaine, Arvida a beau avoir été créée par une multinationale, c'est sûrement, et dès sa construction, la plus canadienne-française des villes de compagnie. Je pensais jamais un jour que j'aurais ma propre maison. Un rêve. Non, une réalité. Passer de me trouver une job sur le plan, en plus, je viens de rentrer dans ma maison. Ma maison. Plus de voisins sur la tête au deuxième étage, une grande cuisine, un grand salon, puis des chambres en haut pour les enfants. Oui, oui, j'ai dit les enfants, parce qu'avec ma femme, on espère en avoir une trollée. Vous devriez voir le sourire de ma douce. Je vous le dis, c'est comme un rêve. Je les vois d'ici en train de jouer dans le parc, direct en face de la maison. Puis ils seront pas tout seuls. Tous mes voisins travaillent à l'aluminium avec moi. C'est pas tout. On reste à 5 minutes de l'usine, à pied. De l'autre bord, on marche 2 minutes pour aller à l'église. On va y aller souvent pour dire merci à la Providence pour toutes ces bonnes grâces. J'aurais pas cru que moi, un petit Canadien français, j'aurais ma maison à moi, une maison propre, flambant neuve. Pas rien que ça, j'ai mon terrain assez grand pour que ma femme puis moi, on se fasse un beau jardin. Pas de chicane de voisins comme avant, on est chez nous. Faut dire que la compagnie m'a fait du bon. Pas juste à moi, à tous les gars de l'usine qui voulaient rester à Arvida. J'aurais jamais été capable de me payer une maison. Mais avec les conditions que m'a faites la compagnie, c'est comme si j'avais trouvé un lingot d'or. Sauf qu'à Arvida, c'est des lingots d'aluminium. Hey, j'ai bien hâte quand la parenté va venir nous voir. Ils vont penser que je suis rendu un boss de la compagnie. Arthur Vining Davis et l'Aluminum Company of America n'ont pas l'intention de voir Arvida rester à l'état de ville de papier, comme tant d'autres projets mirobolants qui n'ont jamais vu le jour. C'est l'ingénieur Harold Wake qui va voir à la réalisation. Et là aussi, Arvida va se distinguer de toutes les autres villes. On va construire 270 maisons en 135 jours. Et pas des maisons toutes pareilles les unes aux autres. 270 maisons de 29 modèles différents, si bien qu'Arvida va être la seule ville industrielle où, comme on le dit à l'époque, pas une maison ne ressemble à sa voisine.
Si la grande utopie sociale d'Arthur Vining Davis a pu être réalisée, c'est grâce à la planification rationnelle et très systématique qui a permis sa construction. D'abord, pour bâtir tant de maisons différentes, on a misé sur les possibilités de la construction en charpente de bois, qui permet de diversifier les composantes architecturales. Une maison se différencie d'une autre par sa galerie, par ses fenêtres, par sa corniche, et ainsi de suite. À partir de ça, l'équipe des Arvida Works a établi des plans détaillés des divers modèles possibles en permutant les composantes architecturales, des fenêtres de type O pour une maison de modèle A1, une corniche T pour une B2 par exemple. Puis on a construit une scierie pour découper et numéroter toutes les pièces. À partir de là, il ne restait plus qu'à distribuer les morceaux de maison dans des wagons sur des rails installés dans les rues, en passant comme ça de site en site où les maisons étaient assemblées avec un simple marteau et des clous. À Arvida, comme on dit, on construit des maisons comme Ford construit des automobiles. Mon vieux père disait toujours qu'on bâtit sa vie comme on bâtit une maison, en commençant par les fondations jusqu'à la couverture. Ben, si mon défunt père est encore de ce monde, il faudrait qu'il refasse ses devoirs, parce qu'ici, à Arvida, ils ont commencé à construire 270 maisons sur un plan avant même de penser aux fondations ou de planter un seul clou. Mon père dirait que ce monde-là, ils ont de la jarnigoine. Et dire que tout ce quartier s'est bâti dans un été. Vous allez croire que je radote, mais je vais le dire pareil. Ici, à Arvida, il s'est fait des affaires qui n'ont jamais été faites avant. Ah oui, je voulais vous dire. Je ne l'ai pas vu faire, mais je me suis fait dire que l'Alcan avait installé un système de wagons dans les rues. Oui, des wagons dans les rues. Eux autres, ils se disent que pour aller plus vite, c'était mieux d'apporter tout le bois en même temps. Par après, les ouvriers avaient tout le Bataclan pour pouvoir bâtir. Les matériaux livrés à la porte, puis à mesure. Ils sont organisés, ce monde-là. Par chance, ils ont défait les wagons après. Mieux que ça, crayez-moi pas, ils ont construit un moulin à scie pour pouvoir préparer tous les voyages de bois qu'ils avaient besoin. Comme si la forêt s'était fait tailler des vêtements pour habiller nos maisons. Arvida était connue de par le monde comme la ville de l'aluminium. Évidemment, l'importance que la ville a acquise dans l'effort des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait la réputation d'Arvida aux quatre coins de la planète. Mais dès 1925, on parle dans les journaux d'une grande capitale de l'aluminium au Saguenay, et pour cause. Arthur Vining Davis et l'Alcoa font ici le projet d'une usine comme on n'en a jamais vu. L'envergure du développement hydroélectrique qui sous-tend l'implantation de l'usine d'aluminium y est bien entendu pour quelque chose. Mais alors que la plupart des usines d'aluminium comptent 2, 3, 4 salles de cuve, à Arvida, ce sont 40 salles de cuve qu'on projette de construire pour une capacité de quelque chose comme 350 000 tonnes d'aluminium par année, c'est-à-dire à peu près le double de toute la production mondiale de l'époque. Dans les années 30, on a délaissé ce dry process en faveur d'une version améliorée du procédé Bayer. Puis les cuves Arvida, qui étaient une forme améliorée des cuves Hall, ont été progressivement remplacées par des cuves Söderberg. Mais c'est néanmoins l'intégration des installations Arvida qui va en faire une usine déterminante pour la production de guerre. Et c'est alors, une quinzaine d'années à peine après sa première construction, que la ville de l'aluminium va en effet produire les 350 000 tonnes dont on rêvait en 1925. Quand j'ai commencé à l'aluminium, je connaissais pas grand-chose. J'ai pas été à l'école longtemps. Ça prenait des grosses études pour comprendre tout ça, là. La production d'aluminium. Il y a des ingénieurs qui sont venus de partout, surtout des États-Unis, pour être sûr que le grand projet qu'ils avaient annoncé dans les gazettes se fasse comme il faut. Mais à force de travailler à l'usine, j'ai vu ce qui se passait. Un vrai spectacle. Du métal liquide argenté. C'est pas rien. Ce métal-là, il est fait avec de la bauxite rouge. Ils sortent l'alumine qui est dedans, puis avec l'alumine, ils font de l'aluminium. Puis quand c'est bien chaud, ça vient liquide. Je vous dis, c'est un spectacle de voir couler ça dans les cuves. Le foreman m'a dit qu'à Arvida, c'était spécial aussi pour une autre raison. Je vous disais qu'il faisait venir de la bauxite pour en sortir de l'alumine. Ben là, ça a l'air qu'on aurait une sorte de terre, ici au Saguenay, qui contiendrait de l'alumine aussi. S'ils trouvent ça, imaginez-vous, on produirait de l'aluminium de A jusqu'à Z, avec de la terre d'ici, de l'électricité d'ici, des hommes d'ici. Il coulerait de l'aluminium d'ici.
Puis de l'aluminium, il en coulerait à tonnes. C'est pas mêlant, il voudrait produire le double de tout l'aluminium qui est fait dans le monde. Ça se peut-tu? Le grand patron, là, M. Davis, c'est un homme fier. Il a bâti une belle grande ville, puis en même temps, la plus grosse usine du monde. Une capitale de l'aluminium. Il y a une affaire, par contre, que je connaissais pas. Mais à force de voir ces noms-là tous les jours, on les retient. C'est le nom des savants. Orsted, Volta, Hall. Ben, Arvida, c'est des noms de rue. Comme si la ville d'Arvida s'était changée en livre d'histoire pour honorer nos anciens. Je vous dis que M. Davis y est fier pour vrai. Arvida, c'est aussi un milieu de vie, un paysage construit méticuleusement encadré. Bien sûr, comme bien des villes de compagnie, comme on les appelle, Arvida est une ville sèche, une dry city. On y vend et on y consomme, en principe, aucun alcool. Mais Arvida, c'est aussi une ville où l'utopie sociale porte une image, celle des centaines de maisons que les travailleurs peuvent non seulement habiter, mais acheter. Dès les années 20, la compagnie a mis en place un système de crédit-bail qui permet aux familles de devenir propriétaires à des conditions bien plus avantageuses que ce qu'on trouve ailleurs en Amérique ou en Occident. Ça comporte toutefois des obligations notables pour ces nouveaux propriétaires, puisqu'on les appelle à participer pleinement à l'embellissement et à la conservation du paysage de marque d'Arvida. Les actes de propriété des maisons d'Arvida contiennent ainsi, et c'est unique, des séries de clauses qui définissent un véritable règlement d'urbanisme avant la lettre. On interdit de garder des animaux de ferme, d'ériger des clôtures, d'altérer l'apparence des maisons. Avant même que la compagnie crée une commission d'urbanisme qui va aider la ville à gérer la protection du paysage construit, ce sont donc les habitants d'Arvida qui ont protégé, de 1926 jusqu'à aujourd'hui, le patrimoine architectural de la cité. C'est une tradition d'excellence inscrite jusque dans le moindre caillou de la ville. Non, mais on a-tu une belle ville pour se détendre après la journée d'ouvrage sur le plan? C'était bien du moins qu'on pourrait de garde à l'entretenir, cette ville-là. Des beaux parterres, puis des beaux arbres qui ont grossi avec les années. La compagnie, quand ils ont bâti la ville, ils ont pensé à faire des parcs dans nos quartiers. Vous voyez le résultat. La fierté de la ville, ça a donné la fierté des citoyens. Comme quoi, la fierté, c'est comme les fleurs. Ça se cultive. Le voisinage, puis moi ici, on s'occupe de nos maisons puis de nos terrains. Ça doit être pour ça que la compagnie, puis à cette heure, la ville d'Arvida encourage les habitants à en prendre soin. Le monde d'Arvida sont quasiment devenus spécialistes des fleurs puis des plates-bandes. Faites le tour en prenant votre marche après le souper, vous allez voir. Par exemple, c'est la rue Downing. Les parterres sont toujours de première classe. Même affaire à Sainte-Thérèse, dans le coin du Saguenay-Inn. Dans ces rues-là, des fleurs, il y en a en masse. Ça pousse, puis de toutes les couleurs. Au tout début de l'année 1937, il circule à Arvida une rumeur. Les employés des usines, dit-on, s'affairent à organiser une filiale de l'aluminium de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. On dit même que plus de 600 des employés des usines ont déjà adhéré à cette filiale. La naissance du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida remonte en fait à quelques mois plus tôt, quand un groupe de travailleurs a entrepris de s'initier à la doctrine syndicale, comme on dit, puis de préparer une première convention collective qui va être signée le 25 août 1937. Elle établit le salaire des cuvistes à 49 cents de l'heure avec une prime à la productivité. Mais bientôt, l'accélération de la production requise par la guerre, puis la mise en route des cuves Soderberg qui imposent des conditions de travail plus pénibles, et enfin l'inflation suscite le mécontentement. La première grande grève d'Arvida éclate en 1941 et va durer moins d'une semaine. Quant à lui, le syndicat est parvenu au fil du temps à repousser les tentatives de recrutement des syndicats américains et internationaux. Voilà maintenant 3/4 de siècle qui poursuit sa mission, c'est-à-dire, comme on l'a rappelé lors du 25e anniversaire d'Arvida, de notamment favoriser l'intégration de la classe ouvrière dans la société. C'est en quelque sorte la contrepartie civile de l'utopie industrielle. Depuis quelques années, je peux vous dire que ça travaille fort à l'usine. Puis depuis 1939, il s'est ajouté à la guerre qui a commencé. Fait qu'il faut sortir de l'aluminium pour l'armée. Une chance qu'on a un syndicat depuis 4 ans. La CTCC nous a aidés à s'organiser. C'est Alex Daris qui est notre président.
Il a signé une première convention collective en 1937. Parce que, comme je vous disais, ça travaille fort. Il y a la chaleur dans l'usine, c'est l'enfer. C'est sûrement le même enfer que pour nos gars sur le champ de bataille. Il reste que dans le milieu de l'été, à la fin de juillet, le yaw a pris. Les gars ont arrêté de travailler pendant 3-4 jours. À l'usine, ils disent que ça leur fait perdre 3 semaines de production. Mais quand les gars sont retournés travailler, bien difficile à dire qu'ils disaient vrai entre Québec et Ottawa. Je sais que le ministre d'Ottawa, là, CDA, a parlé de saboteurs. Notre député à Québec, Antonio Talbot, a écrit à Ottawa pour dire que c'était pas vrai. Ça l'est apparu dans les gazettes. Le gouvernement d'Ottawa a nommé un arbitre, puis Gérard Picard de la CTCC va aller nous représenter. Ils ont même promis de former un comité de juges pour étudier notre cas. Ils appellent ça une commission royale d'enquête. Bien hâte de voir le résultat. En tout cas, moi j'ai acheté des bons de la victoire. Dans l'usine, on en parle souvent. On pense aux gars qui se battent de l'autre bord. J'espère que l'effort de guerre qui se fait ici va les aider. L'édifice le plus connu d'Arvida, c'est certainement le manoir du Saguenay, ou le Saguenay Inn, comme il s'appelait à l'époque. Il a été construit en 1940 comme hôtel pour accueillir des employés, mais surtout les milliers d'experts et de visiteurs qu'on s'attendait à avoir à Arvida dès les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Son architecture est remarquable et montre bien comment l'Alcan, qui a succédé à l'Alcoa en 1928, a repris en main le désir de la compagnie mère d'Arvida de créer une cité modèle exceptionnelle en tout point. On doit les plans du Saguenay Inn à Harold Fanshawe et Alexander Dunford, deux architectes très en vue du Canada à l'époque, qui vont aussi signer les plans de plusieurs maisons d'Arvida. Et le Saguenay Inn est certainement l'un des plus grands monuments de l'architecture régionaliste au Canada. Mais avec sa serre tropicale, ses grands jardins et ses sentiers, son style français, comme on l'appelle, le manoir du Saguenay, c'est aussi un des hauts lieux de la vie d'Arvida. Et on ne trouve pas d'Arvidiens qui n'y ont pas des souvenirs de mariage, de déjeuner du dimanche ou de soirées dansantes. C'est aussi l'édifice qui a accueilli des visiteurs de prestige des 4 coins de la planète, parmi lesquels Charles Aznavour et la reine Élisabeth ne sont certainement pas les moindres. Une grosse usine, une grande ville, puis à cette heure, un château. Pas surprenant que presque tous les nouveaux mariés vont se faire prendre le portrait là-bas. Un prince et sa princesse, ça leur prend un château, surtout au royaume du Saguenay. Avec le temps, il y a même une reine qui est venue faire son tour, la reine d'Angleterre. Oui, la reine Élisabeth est passée au mois de juin en 1959. Elle a visité l'usine, je l'ai vue. Son cortège est passé à 30 pieds de nous autres à la sortie du plan. Ça vient de partout dans le monde. Ben lui, comme les autres, ils connaissent tout Arvida à cause de l'usine d'aluminium, puis du Saguenay Inn. Arvida, qui est doté dès le départ d'un centre-ville, de commerce, d'églises, bref, de tout ce qui caractérise une ville, n'a rien en commun avec ces quartiers dortoirs auxquels on reconnaît parfois les villages de compagnie. Dès 1927, on ouvre au centre-ville un cinéma avec au sous-sol une salle de quilles où se mélangent les employés et les ouvriers de tous les corps de métier. Bien sûr, l'Église catholique organise à Arvida des parties d'euchre et de bingo, comme dans les autres paroisses du Québec, de même que l'Église protestante, pour sa part, accueille des parties de bridge, des débats oratoires et des concerts d'orgue. Mais le grand chef d'orchestre de l'animation de la ville, c'est la compagnie, qui se montre toujours soucieuse de créer un milieu de vie agréable et qui assume le budget de fonctionnement de l'hôpital, des écoles et de la plupart des activités récréatives. Arvida va de l'avant. Au cours d'une imposante cérémonie, l'Association athlétique d'Arvida accepte la direction d'un centre récréatif construit par l'Aluminum Company of Canada. L'inauguration officielle de ce superbe édifice réunit par ce beau dimanche après-midi une foule intéressée et nombreuse. On a-tu joué aux quilles? En premier, c'était au sous-sol du palace. Puis à partir du temps de la guerre, c'est les allées du centre de récréation. Par chance, l'Association athlétique d'Arvida, qui a été créée par la compagnie, offrait tout plein d'activités aux familles. Hey, vous dire que les sports, c'est important. En 1926, on avait déjà une équipe de baseball. On a toujours joué à la balle, mais depuis l'année passée, ils ont bâti le parc central à Saint-Jacques. Un beau stadium puis une piste de pelouse juste à côté. On part, mes amis puis moi, voir une partie au parc central.
J'en parle, puis les odeurs de hot dog me remontent dans le nez. C'est pareil pour le hockey en hiver. Avant, on allait voir les joutes dehors au Parc Moritz puis au centre de récréation. C'était pas chaud. Mais depuis quelques années, 1951, je pense, l'aréna du centre est couverte. Imaginez-vous qu'ils ont acheté un hangar de la base de Bagotville, qu'ils ont débâti, puis rebâti au-dessus de la patinoire. Vlimeuse de bonne idée. Mais le plus beau cadeau qu'on a ici à Arvida, c'est les écoles. Ma femme puis moi, on est tellement contents que tous nos petits aillent à l'école. La compagnie a installé des écoles dans tous les quartiers. Et puis même un cours classique. Puis depuis une dizaine d'années, on a une école technique pour plus tard quand ils voudront apprendre un métier. Ça, c'est un cadeau. L'avenir des enfants, ça n'a pas de prix. À Arvida, comme dans plusieurs villes industrielles, on accueille dès les premiers jours un grand nombre de travailleurs étrangers qui souvent migrent de chantier en chantier au gré des possibilités d'emploi. Mais l'envergure et la durée du projet arvidien vont leur permettre de laisser une empreinte unique. Au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, on dénombre 36 nationalités à Arvida. Il y a bien sûr à Arvida des Canadiens français qui viennent parfois des milieux agricoles alentours. Et il y a ceux qu'on va appeler les Anglais, qui sont surtout des États-Unis, plus précisément des ingénieurs familiers avec l'industrie de l'aluminium, par exemple. Mais il y a aussi des Britanniques, des Irlandais, des Suédois, des Danois, des Finlandais, des Norvégiens, des Belges, des Allemands, des Yougoslaves, des Italiens, des Tchèques, des Russes et des Polonais, ce qui explique d'ailleurs que la bibliothèque municipale d'Arvida soit reconnue pour sa collection d'ouvrages en polonais. C'est pas mêlant. Quand je vais voir une partie de hockey au Parc Moritz, comme hier soir, on se serait pensé au forum. Ça jasait fort, ça criait, là. Mais pas juste en français, là, dans tout plein de langues. C'est normal, on était le même monde qui se voyait à l'usine puis ses chantiers de la compagnie. Même au commencement de la construction d'Arvida, il fallait s'habituer à entendre de l'anglais, à condition qu'ils nous parlent lentement. Parce que les boss, les foreman venaient d'en dehors du Saguenay. C'était des Anglais de Montréal. Puis de plus loin aussi, des États-Unis. Mais les travailleurs, les hommes sur la construction d'Arvida, de l'usine puis du pouvoir électrique, eux autres, ils venaient des vieux pays. Souvent des noms bien durs à prononcer. Ça fait qu'au commencement, quand on les rencontrait, on se parlait lentement, puis on finissait par se comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Ils cherchaient de l'ouvrage, ou bien ils voulaient juste avoir la paix, parce que l'autre bord, ils ont connu la grosse misère, puis la guerre. Ça fait qu'à Arvida, c'était à la place. Il y avait tellement besoin de monde pour travailler. Puis quand la ville a été bâtie, la compagnie s'occupait bien de toutes nous autres. Des maisons, des écoles, des églises, des parcs. Quand même. Il y avait du mérite, ce monde-là, de traverser l'océan, tout laisser en arrière pour débarquer ici, dans un pays de neige puis de fret. Sauf qu'hier soir, la neige puis le fret, c'était autour de la patinoire du Parc Moritz. Puis quand on est à la joute de hockey, on parle toute la même langue. Arvida connaît durement, mais très brièvement, la grande crise. Dès le début des années 30, les commandes de pays étrangers recommencent à affluer aux usines d'aluminium. Le monde se prépare à la Deuxième Guerre. Bientôt, la production d'aluminium à Arvida requiert la construction de nouvelles salles de cuve, une 5e, puis une 6e en 1937. Puis, à compter de 1939, en 32 mois seulement, on va construire 19 nouvelles salles de cuve à Arvida. Dès 1940 et pour une bonne trentaine d'années, l'aluminerie d'Arvida devient la plus importante du monde. On va y produire jusqu'à 90% de tout l'aluminium utilisé dans le Commonwealth pendant la guerre et même une part de celui mis en œuvre aux États-Unis, ce qui a fait dire à plusieurs que les Alliés ne l'auraient pas gagné la guerre, n'eût été d'Arvida. Arvida devient ainsi l'un des sites les plus stratégiques de l'effort de guerre canadien. C'est pour protéger son industrie qu'on crée la base militaire et l'aéroport de Bagotville et qu'on installe à Arvida même et tout autour des séries de batteries antiaériennes gardées par l'armée. En 1943, on compte 3 000 militaires à Arvida, pendant que la population civile dépasse les 10 000 habitants. L'Alcan continue donc de construire des maisons, plus d'1 millier de nouvelles maisons en fait. Et la Société fédérale Wartime Housing ajoute elle-même plus de 500 nouvelles maisons à la cité modèle. La guerre, la guerre. Maudite guerre. En Europe, les morts, les bombes.
On a eu des jeunes hommes d'ici aussi qui sont allés se battre. Quand on y repense, la guerre, c'est la destruction, pendant qu'ici, à Arvida, c'était la construction. Depuis que la compagnie a créé la ville, j'avais pas vu autant de chantiers en même temps. Ils ont agrandi l'usine, ça fait que il a fallu qu'ils bâtissent un autre pouvoir électrique à Shipsha pour fournir le courant. Puis ils ont bâti des nouvelles maisons pour tout ce nouveau monde-là. C'était le branle-bas à Arvida. Même avant que la guerre commence, la compagnie avait ajouté des salles de cuve. Mais quand est arrivé 1939, il a fallu qu'ils fournissent encore plus d'aluminium pour l'effort de guerre. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, Arvida est devenue la plus grosse aluminerie dans le monde entier. J'ai de la parenté qui est venue travailler par ici. Il restait dans les maisons wartime. Mais l'affaire qui nous rappelait le plus qu'on était en guerre, c'était l'armée. On les a vus installer des canons pour protéger l'usine puis des baraquements pour les gars de l'armée. Puis si on pensait être bien protégés, ils nous faisaient faire des exercices en cas d'attaque des avions d'Hitler. On en a su un coup pendant la guerre. Arvida fournissait une grosse partie de l'aluminium pour les Alliés. Ouais, l'armée n'était pas là pour rien. Dès sa création, Arvida devient le laboratoire privilégié d'expérimentation en tout genre. Au plan de l'organisation sociale et de l'éducation civique, bien sûr, au plan industriel aussi. Mais en plus d'être la ville de l'aluminium, Arvida est la ville en aluminium. Dès 1926, on teste comme ça la possibilité d'utiliser de la tôle d'aluminium pour le toit des maisons. Puis on va fabriquer des poteaux odonymiques en aluminium et des poubelles urbaines en aluminium et la signalisation touristique en aluminium. En 1939, les clous du capitonnage des fauteuils du Saguenayenne sont, dit-on, les premiers clous d'aluminium fabriqués au Canada. Et en 1949, l'architecte Fanshawe conçoit pour l'église anglicane Saint-George un parement d'autel de 15 pieds par 15 pieds en tissage de fils d'aluminium. Les châssis des fenêtres des maisons construites en 1948 sont en aluminium, puis ce sont des maisons entières qui sont revêtues d'aluminium, comme va l'être en 1950 le nouvel édifice des laboratoires de recherche de l'Alcan. C'est donc pas surprenant que ce soit à Arvida qu'on inaugure, aussi en 1950, le premier pont routier en aluminium. Il reste à ce jour unique au monde, tel un monument au métal magique du 20e siècle, comme on l'appelait, au métal magique qui règne sur Arvida. Avec le temps, on se pose même pas la question. On dit qu'on travaille à l'aluminium. Mais en jasant avec les gars de l'usine un soir à sa galerie, on se demandait ça sert à quoi au juste, l'aluminium. En fait, on le savait un peu. On en avait produit à la tonne pendant la guerre pour faire des avions. Mais c'était pas tout. Puis on n'a pas cherché longtemps. On avait un poteau en pleine face sur le coin avec le nom de la rue, même affaire pour les lampadaires, puis les couvertures de maison en tôle d'aluminium. Mais nous autres, à Arvida, on avait des gros chefs-d'œuvre en aluminium. Le premier pont en aluminium au monde, le pont Chipsha. Le premier ministre Duplessis est venu l'inaugurer il y a 2 ans passés. Puis chemin faisant vers le pont, tu as la croix en aluminium bâtie pour le 25e d'Arvida. Puis aussi le nouveau laboratoire de la compagnie. Puis vous ne me créerez pas, il y a même des battes de baseball. Vu que c'est un tube qui est creux, là, il bourrait le batte de papier. Le métal du siècle. Puis le siècle est loin d'être fini. Aujourd'hui, le patrimoine urbain, c'est un peu la suite logique de l'utopie sociale et industrielle qui a prêté vie à Arvida. C'est l'engagement de tout un chacun, citoyens et citoyennes, envers un milieu de vie porteur d'identité. C'est ce qu'a reconnu la municipalité en 2010 en accordant un statut patrimonial à 733 maisons. Et c'est sans aucun doute une première dans l'histoire. Le grand projet d'Arvida se poursuit ainsi dans les termes du 21e siècle, à travers la diaspora de ses anciens résidents, mais aussi par les mémoires et les actions de ceux qui l'habitent toujours. Le grand projet d'Arvida se poursuit ainsi dans les termes du 21e siècle, à travers la diaspora de ses anciens résidents, mais aussi par les mémoires et les actions de ceux qui l'habitent toujours. Depuis que Meadows est parti pour un monde meilleur, je suis un brin nostalgique. Je repense à Arvida comme à une vieille complice. Toujours là, toujours belle. C'est bien sûr que les noms ont changé depuis le temps. À commencer par le nom de la ville,
puis le nom des rues. Les magasins du Carré Davis ont changé souvent. Puis ici, à la maison, les enfants ont déménagé, partis pour Québec puis Montréal. Mais je me remets à sourire quand mes petits-enfants viennent me voir puis me posent des questions sur Arvida. Comment ça a commencé, tout ça? Ces petits-enfants-là, c'est des adultes à cette heure. Il y en a un spécialement qui reste dans mon quartier. Lui, il a fait un avocat. Puis il veut pas qu'Arvida perde ses attraits. Il veut protéger le patrimoine, comme il dit. Celui-là, il me fait bien plaisir. J'espère de tout cœur qu'il ne sera pas tout seul à penser de même. Mais avec la lumière qui s'allume dans ses yeux, surtout qu'il me dit que presquement tout le voisinage pense comme lui, Arvida la belle est pas morte. Elle est même de plus en plus attrayante. Les maisons restent pas à vendre bien longtemps dans le coin. Les voisins changent. Arvida